Merci beaucoup de nous recevoir ici chez vous. Et au nom de tous mes collègues, nous voulons donc avoir une session plutôt décontractée, on espère aussi assez intéressante et participative. Et nous allons faire une petite présentation et à la fin, nous allons faire un petit jeu questionnaire pour tester votre mémoire, pour voir si vous avez bien suivi la présentation. Ah, je vois des stylos qui sortent. Alors, très bien. Et puis, nous allons vous faire écouter une chanson également à la toute fin pour pouvoir tester votre capacité d'écoute et votre capacité de pouvoir détecter des mots et des expressions avec un accent différent du vôtre. Et puis, voilà, on espère pouvoir passer quelques moments amusants ensemble. Donc, le plan est tout simple. Nous allons très rapidement parler du français dans le monde, donner quelques informations statistiques. Et puis, c'est mieux. Ensuite, nous parlerons de la variation linguistique en donnant donc un aperçu de ce qui se passe à travers le monde, donc en illustrant certaines variations donc par des exemples concrets provenant de pays différents. Donc l'objectif étant de donner un aperçu du français dans le monde et puis de présenter des diversités autant dans l'usage, dans le sens des mots et des expressions, mais également dans la forme, parce que des fois, pour désigner la même notion, on peut adopter donc des formes différentes, des mots différents, des expressions différentes, donc d'une région à une autre dans le monde francophone. Alors, la répartition des locuteurs quotidiens du français en 2018. Donc ici, on voit à travers cette représentation que l'Afrique du Nord représente à peu près 15%, l'Afrique subsaharienne 44%, donc l'Afrique ensemble, donc prise comme entité, représente à peu près 59% donc, des locuteurs quotidiens du français. Donc on peut dire qu'il y a plus de locuteurs du français en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Lorsqu'on parle on considère les pays, donc ceux qui comptent le plus grand nombre de francophones, donc en nombre de millions, il y a la France d'abord, 66 millions, le Congo presque 43 millions, l'Algérie suit avec 13,8 millions, l'Allemagne 12,2 millions, etc. Donc nous voyons que oui, la France est en tête, mais la République démocratique du Congo vient en deuxième position avec 43 millions de locuteurs du français. Alors, quelle est la région du monde qui avait la plus forte proportion de sa population qui parlait le français en 2018? Donc, quand on considère la proportion de la population, c'est la Fédération de Wallonie-Bruxelles avec 98%. La France vient en deuxième position, 97%. Le Québec, 93% de sa population. Donc le Québec est une des provinces du Canada, donc la seule d'ailleurs qui est officiellement une province francophone parce que le pays est bilingue. Les autres sont des provinces anglophones, donc en dehors du Québec qui est francophone et du Nouveau-Brunswick qui est bilingue. Parmi les pays africains, c'est la République démocratique du Congo qui compte le plus grand nombre de locuteurs du français avec 43 millions approximativement. Vous me suivez toujours? Mes questions vont suivre. Alors, donc, nous sommes ici surtout pour parler de la variation linguistique. Donc, la variabilité et la variation caractérisent toutes les langues. Ça veut dire que toutes les langues du monde ont cette capacité de pouvoir changer, de pouvoir varier, et toutes les langues aussi changent en effet. Donc, les langues vont se transformer au fil du temps dans l'espace et en fonction de divers facteurs que nous allons présenter très succinctement. Le temps, par exemple, et là on parlera de variation diachronique. Donc, vous savez que lorsque vous consultez les dictionnaires, il y a parfois des informations sur l'étymologie des mots et l'évolution des sens des mots.
Par exemple, si nous prenons le mot marchand, avant, ça désignait quelqu'un qui faisait des affaires. Donc, ça pouvait désigner autant celui qui vendait un objet, par exemple, que celui qui achetait l'objet. Mais le sens s'est rétréci à travers le temps pour désigner tout simplement la personne qui vend l'objet. Donc, un marchand aujourd'hui, je peux être un marchand de tapis, je vends des tapis. Avant, j'étais un marchand de tapis parce que je vendais des tapis ou j'achetais des tapis. Donc, on voit qu'à travers le temps, le sens s'est rétréci. Lorsque nous prenons également panier, avant, ça désignait une corbeille à pain. Mais là, le sens est plutôt élargi pour désigner tout type de corbeille qui a une anse. Donc, on voit ici que l'évolution du sens, contrairement à celui du sens de marchand, c'est plutôt, on est parti d'un sens plus restreint pour aboutir à un sens plus large. Donc, selon les régions géographiques également, on peut observer des variations. C'est surtout sur ça que nous allons nous entretenir aujourd'hui avec vous. On va parler de variations diatopiques. Donc, au Canada, par exemple, contrairement à la France, on prend le déjeuner le matin, le dîner à midi et le souper le soir, au lieu d'avoir petit déjeuner, déjeuner et dîner. Et lorsqu'on parle de dépanneur, bien sûr, il y a le sens de quelqu'un qui dépanne ou une machine qui dépanne, mais on a un autre sens au Canada qui est une épicerie à heure d'ouverture prolongée. Donc, on peut aller au dépanneur pour acheter du lait. Le soir, on peut aller au dépanneur pour acheter un paquet de biscuits. Donc, les situations de communication également peuvent influencer la variation donc, de la langue, parce que lorsque vous parlez avec vos amis, vous ne parlez pas de la même façon que vous parleriez, par exemple, à votre professeur en classe. Donc, selon les situations de communication, on peut donc parler de variations stylistiques. Je pourrais dire, par exemple, boulot, lorsque je suis dans un contexte familier, et travail ou emploi. Donc, là, il est question de variations stylistiques ou variations, selon la situation de communication. Donc, selon les couches sociales, selon l'âge, selon le sexe, des fois, on peut même observer des variations donc, dans l'usage que nous faisons des mots et des expressions de la langue. Par contre, parce que nous sommes tous des francophones et que nous sommes en mesure de communiquer et de nous comprendre, cela signifie qu'il y a un fond commun qui permet à tous les francophones donc, de pouvoir communiquer. Donc, cette intercompréhension que nous avons entre francophones est due donc à ce fond commun. Mais au-delà du fond commun, il y a des variétés donc, en français qu'on peut observer. Donc, ces variétés-là, dépendant donc, du facteur temps, région géographique, situation de communication, âge, etc. Même si ces variations, parce que vous allez, j'espère pouvoir en attraper quelques-uns, lors du jeu questionnaire que nous allons faire, toutes ces variétés de langues témoignent de la richesse du français et de la vitalité de la langue, parce que vous verrez que certaines expressions, même pas certaines, toutes les expressions témoignent donc de la créativité des locuteurs de cette langue. Lorsqu'on parle de communication interculturelle, si je suis, par exemple, parce que je suis du Burkina Faso et M. Tourneux de la France, mon collègue, de Bretagne, de Bretagne, et puis Jacques de la Côte d'Ivoire, on peut employer des expressions donc, qui vont porter des traces de notre culture. Donc, au Canada, par exemple, on a beaucoup d'expressions qui font référence au hockey parce que c'est un sport qui est vraiment très populaire et très prisé là-bas. Des expressions qui vont faire référence à l'hiver, donc au climat. Par exemple, au lieu de dire « attache ta ceinture » au Canada, on dira « attache ta tuque ». Des fois, attache ta tuque avec de la broche. Donc, la tuque qui est ce bonnet qu'on porte donc, pour se protéger du froid lorsqu'on sort pendant l'hiver. Où on a fait un travail à la mitaine. Donc, la mitaine qui est cette espèce de gant qui sépare seulement le pouce des autres doigts
mais qui est vraiment très gros pour protéger de l'hiver. Donc, quand on fait un travail à la mitaine, ça veut dire qu'on va vraiment minutieusement à la main et puis à l'œil. Ce n'est pas un traitement automatique qu'on fait, par exemple, à l'ordinateur. Donc, on peut faire une révision à la mitaine. Donc, on regarde, on lit et puis on y va page par page. Voilà. Donc, lorsqu'il y a communication interculturelle, on se trouve dans une situation où on doit négocier des significations. Donc, essayer de comprendre, des fois en tenant compte de la culture de l'autre et en tenant compte de la situation de communication. Donc, on essaie de comprendre la signification donc, de chaque mot, de chaque expression donc, de notre interlocuteur. Donc, nous allons illustrer toutes ces diversités en commençant par des diversités dans l'usage. Et là, je cède la parole à M. Tourneux pour sa présentation. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'au Cameroun, par exemple, vous pouvez connaître tous les mots d'une phrase. Il n'y a aucun mot qui ne soit pas dans votre lexique personnel. Il n'y a pas de changement de sens des mots, mais vous ne comprenez pas la phrase. Alors, quelle est la cause? Quelle peut être la cause de ça? Alors, une des causes, je vais en donner des exemples, c'est que le système des pronoms personnels et le système de l'article défini-indéfini fonctionnent de façon très différente. Alors, je vais partir de quelques exemples pour faire une analyse sommaire. Alors, voilà, par exemple, j'ai acheté le pain, je mange. Vous connaissez tous les mots. Alors, ce premier énoncé camerounais banal se différencie du français de France, où on dirait « j'ai acheté du pain et j'en mange ». Vous voyez, une grosse différence. Bon, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même très différent. On remarque au Cameroun l'absence du partitif « du ». Il n'y a pas de « du », il n'y a pas de partitif dans le français du Cameroun. L'indéfini « du » est remplacé par « le ». Il n'y a pas de coordination entre deux propositions indépendantes. J'ai acheté le pain, je mange, et non pas j'ai acheté le pain et je mange. La juxtaposition sert à faire la coordination. Il n'y a pas de pronom de reprise dans la deuxième proposition. Dans la proposition « je mange », il n'y a pas de pronom de reprise. En effet, le nom qu'il reprendrait, c'est-à-dire le mot « pain », se trouve déjà dans l'énoncé. Donc, comme le mot est dans l'énoncé, il n'est pas repris. Ça aboutit à cette phrase, donc j'ai acheté le pain, je mange. J'espère que vous avez suivi le truc. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut faire un peu attention. Un autre exemple. L'homme là a pris l'enfant là et a mené chez lui. L'homme là a pris l'enfant là et a mené chez lui. Alors, on remarque le remplacement de l'article définit le par un signifiant discontinu, ce qu'on appelle un signifiant discontinu, c'est-à-dire un signifiant qui est en deux parties. Le, point de suspension, là, l'homme, là. Donc l'article défini est remplacé par le, là. Il n'y a pas de pronom de reprise dans la deuxième proposition non plus, parce que le nom qu'il reprendrait, le mot enfant, se trouve déjà dans la première proposition. L'homme là a pris l'enfant là et a mené l'enfant chez lui. Donc comme enfant est déjà là, on ne va pas le reprendre. Et ici, contrairement au premier exemple, la coordination est marquée. Et l'a emmené chez lui. Et amené chez lui. Alors pourquoi, je ne vais pas entrer dans plus de détails, mais c'est pour vous dire qu'il y a des cas où il y a coordination avec et, mais généralement il n'y en a pas. Alors, si on regarde, maintenant j'ai essayé de faire un tableau pour voir comment ça marche. En France, j'ai mis une colonne numérale, indéfinie, définie, partitif, masculin, féminin, pluriel. Alors, si on compare avec le Cameroun, le numéral, c'est la même chose. Mais si je dis au Cameroun, il a un chien chez lui, ça veut dire qu'il n'en a pas deux. Il en a un, c'est le numéral. Si je veux dire l'indéfini, je vais dire il a le chien chez lui. Vous voyez? Il a le chien, pas il a un chien.
Donc, vous voyez, ce sont des différences qui n'ont l'air de rien, mais qui peuvent rendre les énoncés difficiles à comprendre. Vous croyez comprendre et vous ne comprenez pas en fait. Hein? Alors, si le sens n'a pas besoin d'être très précis, ça va, mais si ça a besoin d'être très précis, vous êtes perdu. Et ça, malheureusement, même à l'école, je vois à l'école au Cameroun, on n'apprend pas aux enfants à distinguer ces choses-là. Donc, comme ils baignent dans le français du Cameroun, quand on leur apprend le français scolaire, ils mélangent tout, puisqu'on ne leur montre pas la différence. Pourtant, vous voyez, avec un tableau comme ça, on peut en 5 minutes expliquer aux enfants comment ça marche. Alors maintenant, là, on était dans l'article, la restructuration du fonctionnement de l'article. On va passer maintenant au pronom. J'ai acheté le pain pour mes enfants, je les donne. Alors, quelle est la nature de le? J'ai acheté le pain pour mes enfants, je les donne. Quelle est la fonction de les? Et dans la deuxième proposition, où se trouve le pronom de reprise correspondant à pain? Alors, première question, quelle est la nature de le? J'ai acheté le pain. Article défini ou indéfini? Indéfini. Ensuite, j'ai acheté le pain pour mes enfants, je les donne. Alors, les, c'est le complément d'objet indirect ou attributif. Et où se trouve le pronom de reprise correspondant à pain? Il n'y en a pas. Donc, voici la réponse. Le, c'est un article indéfini. Les, c'est le complément d'objet indirect attributif. Et le pronom de reprise correspondant au complément pain est omis. Voici toujours cet exemple-là. J'ai acheté le pain pour mes enfants et je les donne. En français de France, ce serait j'ai acheté du pain pour mes enfants et je leur en donne. Le leur correspond à les et le en, qui serait une sorte de partitif, est absent. En vert, les éléments du français de France remplacés au Cameroun et en bleu, les éléments ajoutés en français de France. Vous voyez ? Donc, si je fais un tableau maintenant, je vois qu'il y a une inversion totale entre les objets. Ce qui est objet direct en français devient objet indirect au Cameroun. Et ce qui est objet indirect d'un côté est direct de l'autre. Voyez. Donc, si je dis je les vois, non, je les vois, ça ne va pas aller. On va dire je vois. Mais si c'est je leur vois, ça, c'est le pronom complément d'objet direct. Je les donne, c'est complément d'objet indirect. Je leur donne quelque chose. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que vous pouvez comprendre tous les mots de la phrase et ne pas comprendre la phrase à cause de cette petite différence morphologique entre le français, un certain français du Cameroun et le français de France. Alors, je précise, quand on dit le français du Cameroun, c'est une illusion, parce que le Cameroun est très vaste, et entre le français qu'on parle à l'extrême nord et le français qu'on parle à Yaoundé, il y a des différences notables. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin. Pour ça, je laisse la place au professeur en chef. D'accord, très bien. Alors, nous poursuivons donc notre illustration de la diversité avec des exemples. Par exemple, lorsqu'on dit « coûter les yeux de la tête », ça veut dire « coûter très cher », mais vous voyez que le même sens est exprimé différemment d'une région à une autre. En Belgique, par exemple, on dira « coûter un os », au Québec, « coûter une beurrée », et « coûter le lard du chat » en Suisse. Pourquoi le chat et pourquoi la fesse? On dit aussi coûter un bras maintenant. C'est ça. Alors, j'ai déjà présenté l'exemple du dépanneur. Donc, il y a un sens général, personne dont la profession est de dépanner des appareils ou des véhicules. Mais au Québec, c'est une épicerie, un dépanneur. Enfin, pas seulement au Québec, dans le Canada francophone.
Donc, nous passons maintenant à des exemples donc, qui nous seront présentés par le professeur Siloué. Donc, professeur, à vous. Vous avez le... Je pense que... Non. Bien, je vais être obligé... Oui, ça marche. Bien, comme elle l'a dit, il y a toujours un fonds qui est commun à tous les francophones, mais chacun y va de son côté. Alors, vous avez le mot « moyen » qui est en principe un nom. Mais en Côte d'Ivoire, depuis des années, on emploie le mot « moyen » comme un verbe. Par exemple, vous dites « j'ai le moyen ». Ça veut dire que je suis plus fort que lui, je peux le dominer. Un glissement sémantique. J'ai le moyen. Mais j'ai le moyen. Le moyen. J'ai le moyen. J'ai le moyen, je suis plus fort que lui, j'ai le pouvoir sur lui. Donc, un exemple. Ensuite, vous avez un certain nombre de mots du français standard qui sont redirigés, une redirection sémantique. Le cas typique, c'est préparer. Habituellement, préparer signifie apprêter. Je prépare la salade. Mais en Côte d'Ivoire, si vous dites à quelqu'un que vous préparez la salade, les laitues, il ne comprendra pas. Parce que nous l'employons dans le sens de porter à cuisson. Donc, préparer suppose toujours une source de chaleur et que quelque chose, un mets ou bien un morceau de mets est porté au feu. Donc, si vous dites « je prépare la salade », on vous dit « ah bon, c'est pour en faire une sauce ». Voilà, préparer. Vous entendez des choses comme « maman n'est pas là, elle est en train de préparer ». Un verbe intransitif dans ce cas-là. Verbe intransitif. Maman est en train de préparer. C'est-à-dire maman fait la cuisine. Voyez-vous. Alors, dans mon corpus, que je n'ai pas le temps de vous préparer, vous voyez de vous présenter, vous voyez que j'ai déjà préparé. Dans mon corpus, il y a l'expression sous couvert. Vous savez, dans le temps, je ne sais pas si c'est ce qui se passait ici, lorsque je n'ai pas d'adresse, je me mets sous couvert quelqu'un. On m'adresse une correspondance, un courrier sur l'enveloppe, on met Sylvie Jacques sous couvert, Françoise Lelièvre. Bien. En Côte d'Ivoire, le sous couvert a pris un autre sens pour dire être dépendant. Et dans la chanson que j'allais donner en illustration, c'est qui est sous couvert de qui? C'est-à-dire qui dépend de qui? Être sous couvert. C'est-à-dire être sous la dépendance économique de quelqu'un. La troisième expression, c'est damer. Oh, dame sur moi. Damer, initialement, ça veut dire, compresser, ça veut dire faire un terrassement, tasser. Tasser. Mais en Côte d'Ivoire, damer sur quelqu'un, ça veut dire l'ignorer. Oh, il dame sur moi. Oh, dame sur ça. Ça veut dire, bon, t'occupe pas. Damer, je ne sais pas. Je ne connais pas l'itinéraire du glissement sémantique, mais en tout cas, damer, c'est comme ça que ça se dit. Et le dernier mot dont je vais parler, c'est dormir. Alors, vous avez l'expression dans le corpus, on dit mon fils dort dans villa. Mon fils dort dans villa. Je vous épargne le cas de l'omission de l'article, parce qu'en Afrique de l'Ouest, les Ivoiriens sont reconnus comme ceux qui avalent les articles. Savon qu'on prend pour se laver, c'est ça qu'on prend pour laver assiette. Savon qu'on prend pour se laver, c'est ça qu'on prend pour laver assiette. Bien, donc ici, dormir, ça veut dire habiter. Il dort à Istanbul. C'est-à-dire il habite Istanbul. Voilà, il dort à Istanbul. Dormir est assimilé à habiter, occuper les lieux. Comment on dit dormir? Dormir, on dit dormir aussi. Mais quand je dis dormir, voilà, ou bien, voilà, se coucher, ça peut vouloir dire dormir. Mais dormir, c'est dormir, mais lorsqu'on dit, oh, lui, il dort à Abidjan. Vous avez encore d'autres expressions, on dit, là où tu te caches, c'est là où on dort. Là où tu te caches, là, c'est là même nous on dort. Tu crois te cacher à un endroit, mais c'est là-bas même que je demeure.
Tu veux te cacher de moi? Là où il se cache, c'est là où on dort. Bien, donc c'est quelques mots. On aurait pu aller encore plus loin. Peut-être que je vais donner le slide. Je vais donner les slides pour ceux que ça intéresse. Voilà, parce que le corpus est beaucoup plus long. Je vous remercie. Vous êtes revenu chez Monsieur le professeur Tourneur. Oui, on va fermer. Voilà, on cède la parole au professeur Sommet. Bonjour, je ne sais pas si ça marche, oui. Je suis très content d'avoir entendu mes collègues parler de ces différentes variations linguistiques et je comprends parfaitement tout ce que Sylvie vient de dire, tout ce que Henri vient de dire, parce qu'au Burkina Faso, on retrouve les mêmes expressions. Pourquoi on retrouve les mêmes expressions? Parce que tout ça, ça part d'un principe, c'est que nous avons en commun un fond linguistique et culturel. L'oralité, c'est quelque chose qui caractérise nos langues africaines. Et on retrouve dans tous ces principes-là des mécanismes d'oralité. Il y a aussi le fait que ces expressions sont transfrontalières parce qu'il y a beaucoup de communication entre ces différents pays. Finalement, on ne sait plus d'où viennent les expressions. Est-ce que c'est ivoirien, est-ce que c'est camerounais, est-ce que c'est burkinabé? Donc moi, je vais vous présenter quelques expressions. J'ai pris ces précautions pour qu'on ne puisse pas me dire « attention, ce n'est pas que burkinabé ». Donc un mange-mille, il y a deux interprétations possibles au Burkina Faso. Un mange-mille, ça peut désigner un moineau. Un moineau qui passe la journée à picorer des graines. Mais le mange-mille, ça peut prendre le sens péjoratif, en règle générale, d'une fille qui fait dépenser beaucoup d'argent à son copain. Alors, au Burkina Faso, il faut savoir que dans la pratique sociale, c'est le copain qui invite la copine. Ce n'est pas partagé. Donc, comment? C'est bien, peut-être. Alors, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours. 2 jours, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup. Ou c'est beaucoup? Alors, c'est pas beaucoup. Au Burkina Faso, quand vous rencontrez, je dis bonjour à quelqu'un, je dis « Ah, bonjour, mais c'est comment? Ça fait 2 jours. Tu avais disparu. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait très longtemps, ça fait 2 jours, ça veut dire que ça fait très longtemps. » Pour comprendre ça, il faut savoir qu'on est dans un contexte où on se voit tout le temps. Donc, c'est tout relatif. 2 jours, quand on se voit tout le temps, plusieurs fois par jour, c'est une éternité. Voilà. Mettre sa bouche dans les affaires de quelqu'un, je pense qu'on peut comprendre assez facilement. C'est un reproche qu'on peut adresser à quelqu'un. Par exemple, Jean-Philippe qui va me dire... Pascal, franchement, je t'ai entendu l'autre jour, je t'ai vu, ce que tu étais en train de faire, franchement, c'est pas très... Je dis, Jean-Philippe, s'il te plaît, ne mets pas ta bouche dans mes affaires. Ça veut dire, occupe-toi de tes affaires, ne viens pas me déranger dans les miennes. Manger son piment dans la bouche de quelqu'un. Je vais prendre un autre exemple. Nous avons notre copain Hugues qui est là-bas et que j'aime bien taquiner. Je remarque que Hugues, pendant toute la présentation, est en train de dormir. Et je ne veux pas le dire directement. Je vais passer par mon frère Jean-Philippe. Je vais dire, écoute Jean-Philippe, tu ne crois pas que Hugues, là, il est en train de dormir depuis le début de la présentation? Et Jean-Philippe comprend que j'ai envie que ce soit lui qui le dise à ma place. Et donc, il va dire, ah non, Pascal, tu ne vas pas manger ton piment dans ma bouche. Voilà. Et puis, demander la route. Alors, demander la route, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Être perdu. Quand on est perdu en France, on demande son chemin à quelqu'un. Demander la route au Burkina Faso et dans les pays d'Afrique de l'Ouest, ça ne veut pas du tout dire qu'on est perdu.
Voici le contexte. Vous allez rendre visite à quelqu'un. Il y a des procédures, des démarches de politesse. Vous avez discuté pendant longtemps. Vous ne vous levez pas d'un coup pour dire « Bon, très bien, j'ai été bien accueilli, à bientôt ». Non. Vous devez demander l'autorisation de partir. Et demander l'autorisation de partir, ce n'est pas prendre congé de quelqu'un, comme on dit en France, c'est demander la route. Donc vous allez demander la route à votre hôte qui peut vous donner la route ou ne pas vous donner la route. Il peut dire « Ah ben non, on a à peine commencé à discuter, ça fait 2 heures, mais on a à peine commencé à discuter, tu ne vas pas demander la route maintenant. » On peut demander la route 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et il y a au Burkina Faso, on peut jouer là-dessus aussi. 3, c'est le chiffre de l'homme, 4, c'est le chiffre de la femme. Donc si votre hôte ne veut pas que vous partiez tout de suite, si vous êtes un homme, il va vous dire « Bon, alors c'est ta première demande, on a encore le temps pour la 3e. Si c'est une femme, on va jusqu'à 4 fois. » Et à ce moment, si l'autre vous donne l'autorisation en vous donnant la route, vous prenez la route. Voilà. Et il peut donner la moitié. Peut-être. Et justement, comme on est dans un contexte d'oralité, on peut créer, on peut inventer, on peut en rajouter, et tout est négociable. J'ai bien aimé la négociation du sens, pas seulement dans l'interculturel entre le français et les langues africaines, mais à l'intérieur même des langues africaines aussi. C'est une négociation sémantique permanente, et personne n'est maître du jeu, et c'est ce qui est intéressant. Finalement, les langues, c'est un bien commun, et je pense que c'est bien qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup, professeur Somé. Maintenant, la parole au professeur Zouobo. Bonjour, jeunes gens. Bonjour, chers collègues. Bien. Alors, pendant la présentation du professeur Yin, il y a eu quelques questions de nos étudiants. Par exemple, sur les expressions coûter la peau des fesses, le lard du chat. Et les étudiants ont demandé pourquoi le chat, pourquoi le lard, etc. Oui, il y a des explications. Il y a des explications. Vous voyez, les mots ne sont pas choisis au hasard. De toute façon, parce que les langues ont une vie, et puis les mots, les expressions ont été constitués à un moment donné du cheminement de la langue. Et c'est le peuple en lui-même. Ce sont des individus, vous comme moi, qui créons les mots. Et en plus, ils entrent en circulation dans la langue. Les uns, les autres les utilisent. Ceux qui ne sont pas utilisés disparaissent. Ils meurent de leur belle mort, et puis d'autres continuent leur vie, et on en recrée au fil des générations. Vous voyez bien qu'on dit de quelqu'un qui est très fort qu'il est fort comme un Turc. On n'a jamais dit qu'il est fort comme un Français. Vous voyez, ben, c'est un Turc. Donc il y a une raison pour laquelle, et ces raisons généralement sont historiques. Voilà. Et ça, c'est important parce que dans les expressions et les locutions, il y a ces mots-là, par exemple, turcs, etc., on les appelle des constituants nominaux. Et le choix des constituants nominaux, généralement, pose des problèmes un peu interculturels, parce que souvent, oui, ça peut créer des conflits entre individus en raison du choix. Et donc, il est important pour nous de faire attention. C'est-à-dire que ce n'est jamais figé, et les mots ont été créés à un moment donné de l'existence des peuples. Donc, le regard que les cultures portaient les unes sur les autres a certainement évolué, a certainement changé. On est sourd comme un Polonais, ça ne veut pas dire que les Polonais sont sourds. Maintenant, tous les Polonais sont sourds, mais ça a existé à l'époque. Vous voyez la caractérisation. Et donc ça, c'est très important. Et bien, ces choses-là se retrouvent aussi en Afrique. Vous voyez, on a des mots, on a plusieurs espèces de mots. Donc, on a des mots que vous connaissez, et puis on a des expressions, donc d'autres mots qui sont constitués de plusieurs mots, hein, que les linguistes appellent donc des locutions. Donc, je vais vous donner quelques exemples ici, et puis ensemble, on va essayer de décoder. Je vais voir un peu votre perspicacité. Vous allez me dire en fait ce que vous en comprenez, parce que les jeunes, vous êtes beaucoup plus intelligents que nous. Parce que quand on arrive, on pense qu'on a cette culture, cette science, mais vous, de là où vous êtes, vous parvenez à percevoir des choses, vous avez une intuition très profonde. Alors, je ne vais pas vous injurier en vous demandant ce que c'est qu'un démocrate ou une démocrate. Allez-y, jeunes gens. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi un démocrate? Vous le savez. Oui? La démocratie, régime politique, multipartite, liberté de parole, d'opinion, etc., n'est-ce pas?
Chacun a le droit de dire ce qu'il pense, ainsi de suite. Oui, mais en Côte d'Ivoire, par exemple, vous voyez, ben, on part de ce contenu sémantique-là, n'est-ce pas? Et on va donc essayer, comme le professeur Sillieu l'a dit, de le détourner à d'autres significations. Donc un démocrate ou une démocrate, eh bien, ça peut être un individu, un homme ou une femme, mais qui est infidèle. Ben oui, parce qu'il a plusieurs conjoints ou elle a plusieurs conjoints. Vous voyez? Ben oui, c'est la liberté d'avoir plusieurs... On parle de fidélité plurielle. Et ça a été créé, justement, enfin, pas création, vous voyez, mais par les étudiants. Vous voyez? Et donc voilà, le mot existe dans la langue française, mais il a été carrément détourné. Vous voyez? Et les étudiants, la jeunesse là-bas en Côte d'Ivoire est très forte dans le détournement, okay, du sens, hein, des mots et des expressions. Vous voyez? Donc, on peut en utiliser une qui existe. Et donc, vous voyez, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire à l'aéroport, on vous dira, bien sûr, ouais, ben, attention, méfie-toi. Hein, si vous faites la connaissance d'une jeune fille ou d'un jeune homme, on dira, méfie-toi, c'est un démocrate. Hein. Et vous, de votre côté, oui, et alors? Mais c'est bien. Ah oui, d'accord. Vous voyez, voici un peu ce que ça donne. Voilà. Et comme on y est, par exemple, Hugues arrive, par exemple, à l'aéroport d'Abidjan, et on l'appellera certainement mon vieux père. Ou alors, même vous, jeune fille qui êtes si jeune, quelqu'un vous appellera ma vieille mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous êtes vieille. Et ça ne veut pas dire que Hugues est vieux. C'est la plus haute marque d'estime. Donc, si quelqu'un vous dit, au Burkina Faso, en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, qu'on vous dit mon vieux père, c'est une marque de respect. Ne prenez pas ça comme une injure. Ça ne veut pas dire que vous êtes vieux ou vieille. Voilà. Donc, vous voyez, donc faites très attention aux mots. Et c'est pour cette raison qu'il faut dialoguer, discuter avec vos amis que vous rencontrez, parce qu'ils vont certainement vous dire des choses. Et au lieu d'en prendre ombrage, il faut d'abord leur demander. Bien. Deuxième, donc, vous voyez, là, il y a une expression, comme elle existe dans toutes les langues. Hein. Voilà. C'est une locution. Ici, on parle de casser le cou de quelqu'un. Vous voyez, quand vous avez en français une expression qui s'appelle prendre ses jambes à son cou. Qu'est-ce que ça veut dire, prendre ses jambes à son cou? Courir vite, partir. Vous voyez? Vous voulez dire quelque chose? Voilà. Prendre ses jambes à son cou, vous voyez, donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas additionné la somme de chaque mot pour trouver le sens. Parce que sinon, prendre ses jambes à son cou, vous imaginez un peu comment c'est. Voilà. Eh bien, ça existe aussi dans le français de Côte d'Ivoire. Vous n'additionnerez jamais le sens de ces mots-là pour trouver en fait la signification réelle. Et casser le cou de quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on lui brise le cou, mais c'est en langage des jeunes, vous le savez, c'est prendre un râteau. Vous voyez? Voilà. Donc quand vous prenez un râteau, quand vous êtes éconduit, c'est-à-dire vous allez draguer quelqu'un et puis la personne vous rejette, on dit non, je ne peux pas dire, ah mais tiens, je suis parti, la fille là, elle m'a cassé le cou. Hein. Voilà, et c'est ce que ça veut dire. Vous voyez? Voilà. Hein? Ouais, c'est quelqu'un qui a... Ah, mais ça, c'est en français, prendre un râteau. Hein. C'est en langue française, ce n'est pas du français de Côte d'Ivoire. Hein. Prendre un râteau, c'est être éconduit. Okay? C'est justement... Les jeunes disent, il m'a jeté. Il m'a jeté, c'est jeté. Voilà, j'ai jeté. Ben, vous voyez, j'ai jeté. Ouais. Se prendre un râteau, voilà. Okay? Là, j'ai pris un râteau, là. Hein. Pardon? Oui, mais justement, ils se font casser. Ce sont eux qui cassent le cou aux gens, les démocrates. Ben oui. Alors, vous voyez, donc, il y a ces compositions-là aussi. Il y a des expressions, donc, en français de Côte d'Ivoire, et c'est vraiment très riche. Il y en a une multitude. Alors, des mots aussi existent. On crée des expressions, par exemple, en Côte d'Ivoire, par emprunt. Vous voyez, on emprunte aussi à des langues, mais ivoiriennes. Vous voyez? Et donc, on fait tout un mélange. Alors, ce qui veut dire que si vous n'appartenez pas au fond commun ivoirien, il vous sera terriblement difficile de décoder la signification du mot. Et même quand vous êtes ivoirien, souvent, il y a des difficultés. Il faudrait... oui. C'est ça, c'est la richesse, en fait, de la langue, non? Justement. Donc, regardez, avoir le goumin. Là, je préfère ne même pas vous poser la question parce que, voilà, nul ne le saura. Alors, seulement que le goumin, j'aurais dû le mettre en italique. Le goumin, c'est d'une langue ivoirienne. OK? Et ça veut dire chagrin.
Voilà. Donc, avoir le goumin, c'est souffrir, avoir mal au cœur, avoir du chagrin. Voyez? Et cette expression « avoir le goumin » a été popularisée, pas par n'importe qui, par un ancien président de la République dans un discours officiel. Le président Henri Konan Bédié, tout le monde le sait. Et il parlait, il faisait l'éloge de sa femme. Quand vous avez une femme comme ça, vous n'avez jamais le goumin. Magnifique, hein? Voilà. Et donc, les jeunes, là aujourd'hui, franchement, les éléphants de Côte d'Ivoire, avec le foot qu'ils jouent, ils nous donnent le goumin tous les jours. Voilà. Il faut souffrir. Alors, je vais terminer par parler français. À votre avis? Ou bien parler bon français. Il y a des moments, ça dépend. Le bon, il vient en tant qu'intensifieur. On va intensifier, en fait, la nature de ce qu'on veut dire. Donc, parler français. On dit, oh, écoute là, arrête tes conneries, parle français là. Hélas, non. J'aurais bien aimé ça, non. C'est dans un cas, voilà, il faut se retrouver dans un contexte, hein, voilà, de corruption. Ben oui. Vous voyez? Donc, quand vous allez, par exemple, dans une administration, toutes les administrations ne sont pas corrompues non plus, hein, mais vous allez trouver certains agents véreux, ou alors, oui, bien sûr, dans certaines transactions, vous voulez acheter quelque chose, même au marché, même pas la corruption. Vous voulez faire un échange comme ça avec un commerçant, vous demandez le prix, il vous donne le prix, et vous dites, ben, écoutez, je veux marchander, j'aimerais l'avoir un peu à ça. Tu parles français, là. Ça veut dire, voilà, sois concret, dis-moi des choses que je puisse accepter. Si c'est dans le contexte de la corruption, il vous propose quelque chose, vous voulez avoir en contrepartie une autre chose. Par exemple, vous voulez passer devant tout le monde pour ne pas faire la queue, n'est-ce pas, attendre longtemps. Il dit, mais parle français. Tu parles français, tu passes tout de suite. Et alors, pour insister, parle bon français. Ou alors, et quand vous lui donnez peut-être un billet et que ce billet-là ne suffit pas, il dit, mais parle bon français. Voilà, donc il faut l'augmenter, donc on intensifie. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez retenu toutes ces... Voilà, merci. Alors, je vais revenir sur disons, présenter quelques expressions du Canada aussi, donc des expressions qu'on entend au Québec, dans les provinces de l'Atlantique et en Ontario. Par exemple, avoir du guts, là c'est un anglicisme avec guts, pour dire avoir du cran, avoir de l'audace. S'enfarger dans les fleurs du tapis, c'est une expression que j'adore. C'est se compliquer la vie, se prendre la tête pour rien, s'arrêter sur des détails vraiment insignifiants. Arrête de t'enfarger sur les tapis, va droit au but. Et ne pas ambitionner sur le pain béni. Et comme nous sommes dans un établissement sain, je me suis dit, ah, quelle belle expression. C'est ne pas exagérer, ne pas trop en demander. Donc on dit, attention, là, il ne faut pas ambitionner sur le pain béni. Voilà, tu demandes quelque chose, on dit, d'accord, on va essayer. Tu demandes comme le triple ou le quintuple, on dit, ben, il ne faut pas ambitionner sur le pain béni. Voilà. Donc, c'était très rapidement pour avoir donc cette occasion d'échanger avec vous, de vous présenter un peu quelques exemples de la richesse de la langue française. Donc, on voit que parfois, on peut connaître tous les mots d'une phrase, mais l'usage qu'on fait de ces mots-là ne permet pas forcément de deviner le sens lorsqu'on n'est pas donc, dans un contexte donné où on n'est pas familier donc, avec une certaine variété de langues. Parfois, ce sont les formes qui sont différentes. Pour les mêmes notions, on peut employer des formes, des termes différents pour désigner les mêmes notions. Et par moment, nous avons aussi des expressions, disons, des transferts de sens, des restrictions de sens ou des sens qui s'élargissent à travers le temps. Donc, voilà ce qu'est la langue française, la richesse de cette langue et cette richesse donc, qui témoigne de la vitalité des locuteurs du français. Merci beaucoup.